Quand on utilise le mot « abandonné » comme adjectif pour décrire quelque chose, automatiquement, l'esprit humain évoque une scène imaginaire, étrange et mystérieuse. Une maison abandonnée, par exemple, évoque une réalité bien plus forte que si on disait simplement « inhabité ». Pourtant, dans les deux cas, il s'agit d'un lieu où personne ne vit. Mais le mot « abandonné » porte une connotation plus puissante, une charge linguistique qui suggère l'inconnu. On ne sait pas qui l'a abandonné ni pourquoi. Cela donne une impression immédiate que l'endroit est sombre, négligé, pollué. Tout lieu abandonné déclenche instantanément une peur instinctive, car nous craignons l'inconnu. Imagine une voiture garée devant chez toi que tu n'as jamais vue auparavant. Elle est là depuis des mois, sale, avec des pneus crevés, la peinture recouverte de poussière au point qu'on ne peut plus distinguer sa couleur d'origine. Tu te demandes, à qui appartient-elle? Pourquoi est-elle là depuis si longtemps? Et surtout, qu'est-il arrivé à son propriétaire? Plus tu y penses, plus ton imagination s'emballe. En décembre 1872, le navire canadien Dei Gratia naviguait vers le port de Gibraltar, au sud de l'Espagne. Le temps était froid, la mer calme, mais la visibilité mauvaise. Le capitaine du navire, Morehouse, entendit un membre de l'équipage l'appeler et lui montrer quelque chose à l'horizon. À travers le brouillard, il distingua la silhouette d'un autre navire. Ce n'était pas inhabituel pour un marin expérimenté comme lui, mais en regardant à travers son télescope, il remarqua quelque chose d'anormal. Le navire avait baissé presque toutes ses voiles alors que le vent était favorable et il semblait pencher sur le côté. Il l'observa longtemps et constata qu'il tournait en cercle large autour de lui-même. Il tenta de lui envoyer un signal, mais n'obtint aucune réponse. Finalement, il envoya 2 membres de son équipage à bord du navire inconnu pour vérifier s'il avait subi une panne. Une fois à bord, ils ne trouvèrent aucun dégât apparent. Les cales étaient pleines de nourriture, les affaires des marins toujours dans les cabines. Ils fouillèrent le navire de fond en comble et arrivèrent à une conclusion. Le navire naviguait seul, sans âme qui vive. Aucun signe de lutte, aucun indice que les canaux de sauvetage avaient été utilisés. C'était comme si le navire avait quitté le port de son plein gré et que tout l'équipage avait disparu d'un coup, sans laisser de traces. Bienvenue dans votre chaîne de mystère, au-delà du voile. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait exactement ce qui s'est passé à bord du navire Mary Celeste. Il n'y avait aucun signe de problème, ni catastrophe naturelle, ni maladie, ni défaillance structurelle qui aurait poussé l'équipage à l'abandonner de manière aussi mystérieuse. Parmi les tentatives pour comprendre ce qui s'est passé, on a étudié l'histoire du navire, sa date de construction, ses caractéristiques et les raisons de sa création. Mais ces recherches n'ont mené à rien, si ce n'est que ce navire semblait maudit dès le début. À l'origine, il ne s'appelait pas Mary Celeste, mais Amazon, un navire marchand à voile construit par un homme d'affaires canadien nommé Joshua Diowiss en 1860. Le design du navire était simple mais élégant. Ce n'était pas un navire de plaisance, mais un navire commercial conçu pour maximiser les profits et réduire les coûts, avec un équipage minimal. La cabine était très petite comparée à la cale de marchandises. La construction fut achevée en 1861 et il ne manquait plus qu'un capitaine. Diowiss demanda à l'un des copropriétaires du navire, un marin expérimenté nommé McClellan, de le commander. Mais avant le premier voyage, McClellan attrapa un simple rhume qui se transforma rapidement en pneumonie, le tuant en un temps record. Il fut la première victime du navire maudit. Pour Diowiss, homme d'affaires, il n'y avait pas de temps pour le deuil.
Il devait respecter ses engagements envers les investisseurs. Il trouva rapidement un nouveau capitaine, John Parker, qui réussit à faire partir le navire pour son premier voyage. Mais avant même d'atteindre le large, le navire heurta des barrages de pêche, causant des dégâts importants. Il dut retourner au port pour réparation. Après une traversée difficile, il atteignit Londres, puis partit pour Lisbonne. Mais en route, il entra en collision avec un plus petit navire qui coula immédiatement. L'Amazone, elle, survécut, mais fut gravement endommagée. Encore une fois, elle dut être réparée. Pendant 2 ans, les choses semblèrent se stabiliser, mais à partir de 1869, les incidents reprirent. Collisions avec des rochers, tempêtes, capitaine qui refusait de continuer à travailler sur ce navire. Les propriétaires ne parvenaient pas à faire de bénéfices avant de devoir payer pour des réparations ou chercher un nouveau capitaine. Le projet semblait voué à l'échec. En 1869, ils décidèrent de vendre le navire aux enchères. Il fut acheté par une société américaine, G.H. Winchester, qui le rebaptisa Mary Celeste. Le navire fonctionna sans problème pendant 2 ans, mais les réparations passées commençaient à se faire sentir. La société décida alors de le rénover entièrement pour un coût de plus de $10 000, l'équivalent de $300 000 aujourd'hui. Le navire fut agrandi, les cabines améliorées, la capacité de chargement augmentée. Il ne manquait plus qu'un capitaine. Ce fut Benjamin Briggs, 37 ans, marié, père de 2 enfants. Issu d'une famille de marins, il connaissait bien les dangers de la mer et l'histoire troublée du navire. Il avait perdu son frère cadet en mer en 1870. Lassé des longues traversées, il accepta l'offre de devenir capitaine du Mary Celeste, attiré par les avantages financiers et la possibilité d'emmener sa femme et sa fille avec lui. Son fils, trop jeune pour manquer l'école, resta avec sa grand-mère. Le chargement du navire fut terminé le 7 novembre 1872. 1700 barils d'alcool industriel à destination de Gênes, en Italie. Le capitaine tenait un journal de bord comme une boîte noire. Dès le départ, le voyage fut difficile. Tempête, vent violent, mer agitée. Le capitaine décida de retourner au port pour attendre que la tempête passe. Une décision sage, car la visibilité était nulle pendant plusieurs jours. Une fois la tempête passée, le Mary Celeste reprit la mer avec son équipage réduit, le capitaine, sa femme et sa fille. Mais dès qu'ils quittèrent les côtes américaines, les vents reprirent. Le capitaine nota dans son journal que, pendant 3 semaines, ils naviguèrent sous une pluie incessante et des vagues violentes. L'équipage était épuisé. Le 24 novembre, le temps sembla s'améliorer. Le 25, aucune remarque particulière. Juste des notes sur la répartition des tâches et une estimation de l'arrivée. Ce fut la dernière entrée du journal. Le 4 décembre 1872, le Mary Celeste fut retrouvé vide, sans aucune trace de vie, par le capitaine Murhouse du Dei Gratia. Le navire tournait en rond, sans signe de présence humaine. Il envoya 2 hommes à bord, puis monta lui-même pour vérifier. Il ne comprenait pas ce qui avait pu se passer. Pourquoi tout l'équipage avait-il disparu? Pourquoi leurs affaires étaient-elles restées intactes? Pourquoi le capitaine n'avait-il laissé aucune note sur un événement étrange ou violent? Et surtout, pourquoi n'y avait-il aucun signe que les canaux de sauvetage avaient été utilisés? Tant de questions et aucune réponse. Des questions inhabituelles, si troublantes qu'il finit par abandonner toute tentative de réponse. Il décida alors de laisser une petite partie de son équipage à bord du Mary Celeste et de ramener le reste à terre, vers le port le plus proche. Mais tout au long du trajet, malgré ses efforts, les questions lui hantaient. Pourquoi, lorsqu'ils ont quitté le navire, personne n'a pris la peine d'effectuer le geste le plus élémentaire, attacher la roue du gouvernail pour éviter que les vagues ne fassent dériver le navire dans des directions aléatoires? L'image qui ne quittait pas son esprit était celle de la cabine du capitaine. Une robe jetée négligemment sur le lit, clairement celle de l'épouse du capitaine. Sur le matelas, une légère déformation indiquait qu'un corps y avait dormi, celui d'un enfant. L'enfant avait disparu juste avant que l'équipage n'entre dans le navire.
Le 13 décembre 1872, le Mary Celeste arriva enfin au port de Gibraltar, en Espagne. Pendant des années, chercheurs et enquêtants tentèrent de résoudre ce mystère étrange. La théorie la plus simple était que le capitaine avait ordonné l'évacuation rapide du navire, craignant quelque chose. Mais quoi? Cette question ouvrait la porte à d'autres hypothèses, aucune ne répondant à toutes les interrogations, car rien n'indiquait que le navire coulait ou était en danger. Les enquêteurs espagnols avaient une autre théorie. Dès l'arrivée du navire, ils refusèrent de verser la récompense prévue à l'équipage du Dei Gratia qui avait sauvé le Mary Celeste. Cette récompense était proportionnelle à la valeur de la cargaison. Mais dans leur esprit, il était inconcevable qu'un navire parfaitement intact soit abandonné, sans raison. Et avec une cargaison aussi précieuse, les soupçons se tournèrent immédiatement vers l'équipage du Dei Gratia. Était-il possible qu'ils aient trouvé le navire par hasard, vide et avec une cargaison de grande valeur? L'idée était tentante. Ils auraient intercepté le Mary Celeste, éliminé son équipage, puis ramené le navire au port pour réclamer la récompense. Les membres du Dei Gratia furent interrogés un par un sur les moindres détails, l'heure, l'état du navire, la météo. Le but était de trouver une incohérence dans leur récit. Mais après plusieurs jours, les enquêteurs échouèrent à trouver la moindre contradiction. Les témoignages étaient parfaitement cohérents et il était impossible que tous aient inventé une histoire et les mémorisé sans faille. Une autre théorie évoquait la piraterie. Mais il n'y avait aucun signe que les canaux de sauvetage avaient été utilisés, ce qui suggérait que l'équipage n'avait pas quitté le navire volontairement. Cette hypothèse posait deux problèmes. D'abord, la piraterie dans l'Atlantique avait pratiquement disparu depuis des décennies. Ensuite, toutes les affaires personnelles du capitaine et de l'équipage, certaines de grande valeur, étaient restées à bord, tout comme la cargaison. Quel aurait été le but des pirates? Cette théorie ne tenait pas. La dernière hypothèse, et selon moi la plus terrifiante, est que l'équipage aurait été contraint de quitter le navire à cause de sa cargaison. On découvrit que 7 barils d'alcool industriel étaient vides. Cet alcool, non destiné à la consommation, est utilisé dans l'industrie et dégage une odeur très forte. La théorie suggère que l'alcool se serait échappé des barils, rendant l'air irrespirable à bord. Le capitaine avait alors décidé de faire descendre tout le monde dans un canot de sauvetage, bien qu'aucune trace de canot ne fût trouvée, pour attendre que l'odeur se dissipe. Mais la mer se serait agitée, éloignant le canot du navire, le Mary Celeste aurait dérivé, tandis que le capitaine, sa femme, sa fille et l'équipage regardaient impuissants leur navire s'éloigner avec toutes leurs affaires, leur nourriture, l'euro et aucun moyen d'y retourner. Ils savaient qu'ils étaient désormais à la merci de l'océan. Cette théorie ne répond pas à toutes les questions, mais elle semble la plus plausible. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait exactement ce qu'il s'est passé. Et comme souvent, l'absence d'explication pousse les gens vers des hypothèses surnaturelles. Le kraken, un monstre des abysses, un poulpe géant, des extraterrestres, des fantômes qui auraient rendu l'équipage fou. Mais probablement ce qu'il s'est passé avait une explication logique, du moins pour ceux qui étaient à bord du Mary Celeste et qui ont décidé de l'abandonner. Le Mary Celeste est devenu célèbre sous le nom de navire fantôme, Ghost Ship. L'histoire d'un navire retrouvé vide, intact, avec tout à bord, mais sans âme qui vive, stimule l'imagination. Tout ce qui n'a pas d'explication claire pousse l'esprit vers des pensées effrayantes. En 2002, le film d'horreur Ghost Ship est sorti. Bien que le scénario soit différent et situé dans une autre époque, le titre est directement inspiré du Mary Celeste. Quand j'ai vu le film à l'époque, il n'était pas si effrayant, mais en réalisant aujourd'hui qu'il s'inspire d'événements réels, je le trouve bien plus terrifiant. Nous ne saurons probablement pas ce qu'il s'est réellement passé à bord du Mary Celeste. Tout ce que l'humanité peut offrir, ce sont des théories et des analyses rétrospectives. Mais comme toujours, rien n'est certain. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Mary Celeste a-t-il été victime d'un phénomène surnaturel ou d'un drame humain resté dans l'ombre? Croyez-vous à une malédiction,
à une disparition orchestrée ou à quelque chose d'encore plus étrange? Partagez vos théories, vos ressentis et vos hypothèses en commentaire. Si cette histoire vous intriguait, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines explorations et partagez autour de vous.